Il y a un son unique, plus proche d'une turbine que d'un moteur de voiture, un bourdonnement doux et continu qui monte sans cesse, comme s'il ne voulait jamais s'arrêter. Quiconque l'a entendu une fois ne l'oublie jamais. Ce son provenait d'une voiture japonaise qui, pendant 24 ans, a défié toutes les idées reçues de l'industrie automobile, une voiture qui a remporté des courses avec un moteur que personne d'autre ne voulait utiliser, une voiture choisie comme l'une des meilleures voitures de sport au monde, à une époque où le Japon révélait tout son potentiel. Et en 2002, elle a disparu. Elle était toujours admirée, comptait encore des milliers de fans, mais le monde avait changé. Et Mazda a décidé de tourner la page, même si, encore aujourd'hui, de nombreux passionnés pensent que c'était une erreur. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire complète de la Mazda RX-7. Vous comprendrez pourquoi un moteur unique en son genre fut à la fois sa plus grande force et sa plus grande faiblesse. Et vous découvrirez que l'explication officielle de sa disparition ne raconte qu'une partie de l'histoire. Comme c'est presque toujours le cas dans l'industrie automobile, l'explication officielle et la réalité divergent. Bienvenue chez Autoledger. Pour comprendre la disparition de la RX-7, il faut d'abord comprendre sa singularité. La plupart des voitures fonctionnent avec un moteur à piston, des cylindres qui effectuent un mouvement de va-et-vient, un système resté fondamentalement inchangé depuis plus d'un siècle. Mazda, quant à elle, a opté pour une approche différente. Dans les années 1960, la marque a investi dans le moteur Wankel, également appelé moteur rotatif. Au lieu de piston, ce moteur est doté d'un rotor triangulaire qui tourne à l'intérieur d'une chambre ovale. Il en résulte un moteur sans vibration, incroyablement compact et capable d'atteindre des régimes qu'un moteur conventionnel ne peut atteindre. Le problème, c'est que presque personne d'autre n'y croyait. Le choc pétrolier de 1973 a contraint la plupart des constructeurs qui l'avaient expérimenté à abandonner, car ils consommaient trop de carburant, polluaient excessivement et les inconvénients l'emportaient sur les avantages. Mazda persévéra malgré tout et en 1978 lança la RX-7. La célèbre RX-7 n'était pas une voiture pour tout le monde. Petite, légère et conçue exclusivement pour la conduite, elle ne laissait aucune place pour les gros bagages, ses sièges arrière étaient ridicules et sa consommation d'essence était généreuse, au pire sens du terme. Mais quiconque la conduisait comprenait immédiatement sa raison d'être. Le moteur rotatif, monté derrière l'essieu avant lui, conférait un équilibre quasi parfait entre l'avant et l'arrière, la direction offrait une précision que même des sportives européennes bien plus onéreuses lui enviaient, et lorsque le moteur montait dans les tours, ce son si particulier emplissait l'habitacle d'une manière qu'aucun 4 cylindres conventionnel ne pouvait égaler. Elle était achetée par l'ingénieur en quête d'une prouesse technique, le conducteur du week-end recherchant la voiture la plus agile possible au prix le plus bas, le passionné d'automobile conscient d'acquérir un modèle unique au monde. C'était une façon différente de concevoir ce que devait être une voiture. Et sur le marché des voitures de sport des années 1980 et 1990, c'était exactement ce qu'il fallait pour se démarquer. En 1991, Mazda remporta les 24 heures du Mans avec une voiture à moteur rotatif, devenant ainsi le seul constructeur japonais à remporter la course la plus prestigieuse au monde avec un moteur que la plupart des ingénieurs de l'époque considéraient comme une impasse technologique. Cette victoire bouleversa l'industrie et confirma ce que les fans de RX-7 savaient déjà. Le moteur rotatif, une fois bien développé, pouvait rivaliser avec n'importe quelle voiture. La même année vit l'arrivée de la RX-7 de 3e génération, connue des passionnés sous le nom de FD, avec un design organique et arrondi, des phares escamotables et une silhouette digne d'un rêve. Son moteur était le 13B Ridgeway, doté de 2 turbocompresseurs séquentiels. Une première pour Mazda exportée du Japon avec ce système. Car & Driver l'intégra à sa liste des 10 meilleures voitures du monde pendant 3 années consécutives. Road & Track la qualifia d'incarnation de la pureté et du plaisir de conduite dans l'univers des voitures de sport, et elle fut la meilleure RX-7 jamais construite par Mazda. Et cela arriva au pire moment, la voiture était toujours brillante. Ce qui commençait à accuser le coup, c'était le moteur. Le Wankel possède une caractéristique qu'aucune amélioration technique n'a réussi à éliminer complètement. Il consomme plus de carburant qu'un moteur à piston équivalent et génère davantage d'émissions d'hydrocarbures imbrûlés. De plus, il brûle délibérément de l'huile pour lubrifier les joints internes qui assurent d'être la rotation du rotor.
ce qui n'est pas un défaut, mais une caractéristique de sa conception. Mais dans un monde où les normes d'émission sont de plus en plus strictes, cette conception est devenue un handicap. Au milieu des années 1990, les réglementations en Europe et aux États-Unis se sont durcies, au point que le moteur rotatif ne pouvait plus s'y conformer sans un investissement en développement que Mazda ne pouvait justifier. En 1995, la RX-7 a disparu du marché américain, un an plus tard de la plupart des marchés européens. La voiture la plus excitante de Mazda n'était alors plus commercialisée que dans un seul pays au monde. Ce qui s'est passé après 1996 est l'une des histoires les plus étranges de l'industrie automobile japonaise. Au Japon, la RX-7 a continué d'évoluer. Les ingénieurs ont poursuivi le développement du moteur, augmentant la puissance sur les modèles suivants, et en 1998, un restylage a été effectué, modernisant l'intérieur et certains détails extérieurs. La voiture restait exceptionnelle, mais en dehors du Japon, elle était pratiquement introuvable, et c'est là que résidait le problème que Mazda a refusé de reconnaître publiquement. La RX-7 n'a jamais connu un grand succès commercial, et la troisième génération, considérée comme la meilleure de toutes, n'a produit que 68 000 exemplaires durant toute sa durée de vie. Pour mettre les choses en perspective, la Toyota Celica s'est vendue à davantage d'exemplaires sur un seul marché, même en année faste. Pour sauver la RX-7 à l'international, Mazda aurait dû développer une version du moteur conforme aux normes d'émission, sans pour autant altérer le caractère unique qui la rendait si spéciale. Techniquement possible, certes, mais le coût d'un tel développement, appliqué à une voiture qui n'avait jamais connu un grand succès commercial, rendait le projet tout simplement non rentable. Mazda prit alors une décision qui en surprit plus d'un. Au lieu d'investir dans le sauvetage de la RX-7, la marque développa un successeur, la RX-8. Arrivée en 2003, elle était équipée d'un moteur rotatif atmosphérique et non turbocompressé de 199 chevaux, de 4 vraies places et de portes à ouverture antagoniste. Une voiture différente, plus pratique, plus accessible. Les fans de la RX-7 l'accueillirent avec déception, car elle manquait de la même intensité, du même son. En 2012, la RX-8 fut retirée du marché, ne respectant plus les normes d'émission plus strictes. Son successeur avait disparu pour les mêmes raisons que le modèle original, et quelque chose dans l'approche de Mazda n'avait pas fonctionné. L'empreinte laissée par la RX-7 dans la culture populaire dépasse largement le cadre des passionnés d'automobile. En 2001, le film Fast and Furious mettait une Mazda RX-7 FD entre les mains de Vin Diesel dès la scène d'ouverture. Voiture du protagoniste, élue de tous, elle symbolisait, dans ce film dédié à la vitesse et à la culture urbaine, la possession de la voiture la plus désirable. Cette année-là, la RX-7 n'était plus commercialisée aux États-Unis depuis 6 ans. Ainsi, une voiture introuvable neuve dans le pays où le film avait été tourné est devenue l'objet de tous les désirs d'une génération. Après la sortie du film, les recherches de RX-7 d'occasion ont explosé, les prix des voitures d'occasion se sont envolés et ce film a eu un impact bien plus important sur la RX-7 que n'importe quelle campagne marketing de Mazda, révélant ainsi l'erreur commise par la marque. La version officielle de la disparition de la RX-7 est la suivante. Les normes d'émission en Europe et aux États-Unis ont rendu impossible la vente du véhicule sur ces marchés, et sans ces marchés, les chiffres ne justifiaient pas la poursuite de la production. C'est vrai, mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié remonte bien plus loin aux décisions prises par Mazda au fil des ans concernant ses investissements dans le développement du moteur rotatif. Le problème des émissions du Wankel n'était un secret pour personne. Les ingénieurs de Mazda en étaient parfaitement conscients. Ils savaient que la réglementation allait se durcir et pendant des années, les investissements dans ce développement ont été insuffisants. La raison est simple mais difficile à justifier publiquement. Les ventes de la RX-7 n'ont jamais été suffisantes pour couvrir les coûts de correction de ces problèmes. C'était un modèle de niche dans un marché de plus en plus dominé par les SUV et les berlines pratiques, et au sein de ce segment déjà restreint, la RX-7 occupait une place encore plus infime. Les normes anti-pollution ont été invoquées comme motif officiel de l'arrêt de sa production, mais la véritable raison était le refus, pendant des années, d'investir suffisamment pour résoudre un problème que tout le monde chez Mazda connaissait. Une voiture extraordinaire,
doté d'un moteur sans égal au monde, a disparu parce que le constructeur n'a jamais été disposé à assumer les coûts nécessaires à son maintien sur le marché mondial. Les signes avant-coureurs étaient pourtant présents dès 1995. Personne n'a voulu les voir tels qu'ils étaient. La dernière Mazda RX-7 est sortie des chaînes de montage en 2002. Avant d'arrêter sa production, Mazda a fabriqué la Spirit Air, ultime édition de la FD, à 1500 exemplaires déclinés en 3 versions selon la transmission et la configuration des sièges. Il s'agissait de la RX-7, la plus aboutie jamais produite par la marque, avec une suspension revue, des freins améliorés et un moteur optimisé pour des performances maximales. Tous les exemplaires ont été vendus avant la fin de l'année. Son successeur, la RX-8, est arrivé en 2003 et a tenté de conquérir le marché avec 4 vraies places et un moteur plus civilisé. Elle a certes trouvé son public, mais n'a jamais suscité le même engouement et a disparu en 2012. Depuis, Mazda a dévoilé plusieurs concepts laissant entrevoir le retour du moteur rotatif, la RX Vision en 2015 et l'iconique SP en 2023. Ces modèles reprennent la silhouette de la FD, ses phares escamotables et la promesse d'une future voiture de sport à moteur rotatif. Cependant, aucun modèle n'a encore été produit en série et chaque année qui passe rend la question plus pressante. La Mazda RX-7, et plus particulièrement la FD de 3e génération, est devenue un modèle culte dont la valeur ne cesse d'augmenter. Les exemplaires d'origine bien conservés, notamment la Spirit Air, atteignent des prix aux enchères qui auraient semblé inimaginables lors de l'arrêt de sa production. Le marché de l'occasion des RX-7 ne fonctionne pas comme celui d'une voiture d'occasion classique. Il se comporte comme celui d'un objet de collection. La communauté des propriétaires reste remarquablement active, avec des ateliers spécialisés dans les moteurs rotatifs qui entretiennent des voitures depuis plus de 20 ans. Mazda a créé un modèle qu'elle n'a pas su maintenir, et le marché, des décennies plus tard, lui fait payer le prix fort de cette décision. Depuis plus de 20 ans, Mazda promet le retour du moteur rotatif dans une véritable voiture de sport. Chaque concept suscite l'enthousiasme, chaque annonce fait naître l'espoir, et pourtant, la voiture de série ne semble jamais arriver. La RX-7 a prouvé qu'un moteur totalement différent de tous les autres pouvait être extraordinaire, qu'une rareté maîtrisée pouvait devenir un atout, et qu'il existait des acheteurs prêts à accepter les exigences d'un modèle unique en échange d'une expérience qu'aucune autre voiture ne pouvait offrir. Mazda le savait, et pourtant, au moment de défendre son modèle, la marque a choisi de ne pas le faire. Parfois, les entreprises laissent mourir leurs meilleurs atouts parce que les chiffres ne collent pas, et parfois, 20 ans plus tard, elles tentent encore de récupérer ce qu'elles ont laissé filer. Si cela vous a intéressé, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran qui, j'en suis sûr, vous plaira.